Non? Alors on passe tout de suite à Merci. Frédéric Tournebise. Et on va passer sur Grenoble, une expérience réussie qui s'achève. Merci Frédéric d'être venu de Grenoble. Alors, donc bonjour, donc je suis Frédéric Tournebise et j'ai la chance et le plaisir d'avoir géré ce projet depuis le début. Donc je vais vous présenter le projet d'assainissement des installations nucléaires du centre CEA de Grenoble. Alors le projet, en fait, il a été enclenché à proprement parler en 2001, même si, comme Jean-Guy l'a rappelé, on n'a pas attendu 2001 pour faire du démantèlement dans les installations nucléaires. On avait déjà commencé à faire un début d'assainissement sur Grenoble, mais en 2001, le CEA a revu sa stratégie et a spécialisé ses centres. Et le centre de Grenoble ne devait plus être nucléaire et passer à une activité de recherche technologique. Donc à cette époque-là, on a décidé qu'on allait dénucléariser entièrement le site, ça veut dire arrêter tous les programmes expérimentaux, les transférer vers d'autres installations. Bon, par exemple, les activités qui se faisaient dans Siloé ont été transférées vers Osiris ou vers Orphée. Et donc d'enclencher le processus de dénucléarisation du site. C'était un chantier qui était prévu normalement pour se terminer à l'échéance de 2015 et comme Jean-Guy l'a rappelé, l'administrateur général nous a demandé de nous forcer un petit peu et d'essayer de gagner un peu de temps et de finir en 2012. Donc vous allez voir que l'objectif est atteint. Le budget, il est de l'ordre de 300 millions d'euros et ça concerne un certain nombre d'installations nucléaires, 6 INB, donc 3 réacteurs, Mélusine, Siloët et Siloé, un labo chaud et des installations de traitement des déchets. Le projet couvrait aussi un certain nombre, 2 ICPE, un labo UO2 qui servait à fabriquer des combustibles expérimentaux et une cellule N2 qui est une cellule de casse et de démontage. Bon, j'en parlerai plus des ICPE dans la suite de l'exposé. Les impératifs qui nous avaient été fixés dès le début, c'était, bon, comme on l'a bien rappelé, maîtrise de la sécurité, ce qui n'a rien de très novateur dans le domaine du nucléaire, mais néanmoins, c'est quand même la première de nos priorités et c'est le point sur lequel nous discutons en tout premier avec nos partenaires industriels pour la réalisation des chantiers. Le deuxième aspect, c'est la maîtrise des ressources humaines. Tout au long du projet, je le développerai un tout petit peu après, mais la problématique est se doter des compétences qui vont bien, et pour gérer le projet, mais aussi sur Grenoble une petite particularité, à savoir que quand on a fini de démanteler les installations nucléaires à Grenoble, il n'y a plus du tout d'activité pour les salariés CEA de Grenoble dans leur domaine de technique, donc il a fallu faire tout un programme de reconversion. Et aussi, évidemment, essayer d'accompagner quelques mobilités, mais la mobilité n'étant pas la grande force des Grenoblois, les gens ont voulu rester sur Grenoble. Le troisième aspect important qui nous était demandé, c'est la maîtrise des délais et des coûts. Bon, ça paraît à peu près logique dans n'importe quel projet. Souvent, on entend parler de maîtrise des coûts et délais. Vous noterez que moi, je l'ai présenté à l'envers. C'est la maîtrise des délais et des coûts. Le démantèlement est quelque chose qui a des coûts fixes qui sont colossaux, de l'ordre de plus de 20% quand même des charges fixes du projet qui sont donc significatives. Donc la maîtrise du délai aidera la maîtrise des coûts. Et le quatrième objectif très fort, et qu'on a fait tout au long, et je ne reviendrai pas forcément dessus après dans l'exposé, c'est la communication interne et externe. L'ambition, ce qu'on nous a demandé, c'est de bien faire partager à tous les élus de ce qui se passe autour du site de Grenoble, les élus, les partenaires sociaux, toutes les personnes qui ont à le savoir. Et c'est pour ça qu'on a fait, par exemple, une conférence de presse par an depuis le début du projet, pour informer les médias et les élus autour du centre de Grenoble de l'avancement du projet. Ça nous semble fondamental, cet aspect-là. Une vision du planning, donc là je vais vous faire grâce d'une lecture détaillée de cet ensemble-là. Donc vous voyez apparaître toutes les installations avec les étapes clés qui sont le décret de démantèlement et le déclassement. Et quelques petites étoiles qui concernent, les étoiles concernent, quand ça a été le cas, des démolitions un peu particulières. Donc là, par exemple, l'ensemble des réacteurs est démoli maintenant. Donc ce projet, ce planning aussi pour faire voir que l'ensemble des opérations à proprement parler de démantèlement sont terminées depuis la fin de l'année dernière. Donc on finit des opérations actuellement de repli de chantier. Une vision du budget.
Donc l'ordre de grandeur, c'est 300 millions d'euros. Je vous présente une décomposition par installation et par type d'activité. Donc si vous faites la somme, vous allez vous rendre compte que tout ça, ça ne fait pas 300, ça fait un petit peu plus. C'est pour ça qu'on a mis de l'ordre de 300 millions d'euros. Donc le gros morceau, c'est le réacteur Siloé. Après, c'est l'installation de traitement des déchets. Après, le labo chaud et les réacteurs Mélusine et Siloé sont plus faibles. En termes de répartition des dépenses, on voit que la moitié est dédiée aux opérations à proprement parler. Après, une vingtaine de pourcents pour le poste déchets sur Grenoble et du même ordre de grandeur pour l'exploitation et de l'ordre de 8% pour tout ce qui est management du projet. L'aspect ressources humaines, donc cette figure illustre l'évolution des effectifs tout au long du projet, en précisant en bleu les effectifs purement CEA et en vert les partenaires industriels. En jaune, les effectifs plutôt CEA mais à durée déterminée, tous les collaborateurs qui nous ont permis de faire les tampons entre les différentes phases. Donc on voit qu'au début, c'est plutôt des salariés CEA. C'est comme l'expliquait Jean-Guy, c'est au début, quand on arrête les installations, on a besoin de gens qui ont connu les dispositifs pour pouvoir les démonter plus facilement. Après, quand on arrive à la phase de démantèlement proprement parlé, on s'adresse à des spécialistes du domaine que sont nos partenaires industriels qui, eux, savent faire, c'est leur job, et c'est eux qui participent aux activités. Donc on voit qu'au maximum, on a été de l'ordre de 270 personnes sur le centre de Grenoble. Donc au niveau des ressources humaines, je me dis, premier problème et souci constant, maintenir les compétences nécessaires et développer les compétences, puisque c'était... quand on faisait du démantèlement à Grenoble, quand on faisait de l'exploitation dans nos installations, on n'était pas tellement spécialisé en démantèlement, donc il a fallu apprendre aussi cet aspect-là, et développer les compétences qui vont bien, favoriser les transferts de compétences vers les différents sites. Donc il y a toute une action qui est faite au niveau du CA pour capitaliser le retour d'expérience et le faire partager à tous les collègues qui font du démantèlement, et aussi prévoir les reconversions. Je signalerai aussi que dans le cadre de la recherche de compétences aux ressources humaines, nous avons collaboré avec le CIDEN, donc le Centre d'ingénierie du démantèlement d'EDF, qui, tout au long du projet, a bien voulu nous mettre à disposition certains de ses collaborateurs, donc des gens qui connaissaient bien le job, en particulier la démolition, enfin le démantèlement des installations et la gestion des déchets, donc tout au long du projet. Alors, le cycle de vie des installations nucléaires, donc ça commence par une autorisation, après on le construit. Alors là, j'ai mis les dates, c'était Siloé. Alors il y a un truc qui fait rêver tout le monde maintenant, c'est la construction de Siloé. Entre le moment où ça a été décidé et le moment où ça a divergé, 2 ans. C'était assez impressionnant. Donc après, on a exploité l'installation pendant 35 ans. Je vous expliquerai un tout petit peu après ce qu'on y faisait. Après, donc, en fin 97, le réacteur a été arrêté et on a procédé à la première partie qui s'appelait CDE, cessation définitive d'exploitation dans le temps. Donc, c'est toutes les opérations où on démonte les parties expérimentales, on retire le combustible, toutes les parties expérimentales de l'installation. Et après, arrive le décret de démantèlement qui enclenche le processus de démantèlement à proprement parler. Puis après, il y a les aspects déclassement. Je reviendrai de ça sur ces différentes phases dans des exemples. Donc les installations nucléaires de Grenoble, donc vous avez une vue du site, le DRAC qui est juste à côté, l'autoroute qui est juste à côté, et les installations. C'était très rigolo, puisque de par les hublots de Siloé, on voyait les voitures passer sur l'autoroute, ce qui est quand même pas très courant pour un site nucléaire. Donc les installations, une petite chance sur Grenoble, elles sont dans un environnement relativement proche. Elles ne sont pas éclatées, le centre est relativement petit et mine de rien, même si c'est un inconvénient pour la gestion des déchets, pour la gestion des activités de démantèlement, c'était plus facile. Donc les 3 réacteurs, le labo chaud et les stations de traitement des déchets. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans ces réacteurs? C'est des réacteurs qui ont été construits au début pour la recherche fondamentale. Donc, ce qui était important, c'était les faisceaux de neutrons et l'étude de la matière qu'on y faisait. Puis, c'est développer le soutien au programme électronucléaire avec les qualifications de combustible et de matériaux de structure. Donc, ce qu'on faisait essentiellement après dans Mélusine et dans Siloé. Et aussi des irradiations de production pour l'industrie et pour la médecine. Après, une fois qu'on a fait des irradiations, on obtient des résultats soit directement par l'instrumentation, soit on envoie les objets qu'on a irradiés
dans un laboratoire, le LAMA, laboratoire chaud, qui permet de découper les trucs en petits morceaux, les échantillons en petits morceaux, et de faire toutes les analyses qui vont bien pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, le LAMA recevait des objets irradiés des réacteurs de Grenoble, mais aussi des réacteurs d'EDF ou d'autres réacteurs, bien entendu. Et tout ça, toutes ces activités nucléaires, ça gère des déchets, et les déchets sont gérés dans les stations de traitement des effluents et déchets qui servaient à collecter les déchets, les caractériser, les mettre en colis et assurer l'expédition des déchets vers les exutoires. Donc voilà pour les généralités. Je vais après balayer les installations une par une, mais en allant assez vite. Donc Silhouette, j'ai juste une diapositive. Donc Silhouette, c'est un tout petit réacteur qui était là, mis en service en 63, fin des activités en 2002. Décret de démantèlement en 2005, fin des opérations en 2006, c'était donc un tout petit réacteur. Et le déclassement a été prononcé en mi-2007. Alors, ce déclassement mi-2007, l'ASN l'a prononcé en 6 mois. C'est un temps record, mais c'était avant la loi TSN. Donc maintenant, c'est plus possible. Administrativement, c'est plus possible, compte tenu de toutes les étapes qu'il faut faire pour y arriver. J'insiste un tout petit peu là-dessus, parce que on voit que les projets d'assainissement-démantèlement sont des projets qui sont très longs et qui peuvent subir de plein fouet des évolutions de la réglementation. Et on voit que pour Silhouette, le processus de déclassement tel qu'on l'avait prévu, on avait prévu que ça durerait à peu près 6 mois, donc ça a marché. Et toutes les installations étaient calées sur ce principe-là. Et la réglementation ayant évolué, maintenant c'est plutôt 1 an et demi qu'il faut compter, si ce n'est 2 ans. Donc il faut le prendre en compte dans la gestion des projets. Et le bâtiment a été démoli, donc ce petit machin, c'est maintenant un terrain vague. Mais l'usine, donc mis en service, c'était le premier réacteur qui a été mis en service en 58, la fin de l'expérimentation en 88, un état réglementaire intermédiaire qui s'appelait la mise à l'arrêt définitif à cette époque-là en 93, le décret de démantèlement en 2004, la fin des opérations de démantèlement en septembre 2008, un déclassement zonage déchets, donc ça veut dire la reconnaissance par l'autorité de sûreté nucléaire qu'il n'y a plus de déchets nucléaires en 2009, et un déclassement en 2011. Et maintenant, le bâtiment a aussi été démoli en début 2013. Alors, les déchets qui sont générés par la démolition de ce qu'il était une installation nucléaire qui est déclassée, puisque le déclassement zonage déchets a été prononcé, ça veut dire que les déchets de démolition du bâtiment sont des déchets conventionnels. Donc c'est important, ce n'est plus des déchets très faiblement actifs, ça veut dire qu'ils sont gérés comme des déchets industriels classiques. Le labo chaud, donc mis en service en 61, la fin des expérimentations en fin 2002, le décret de démantèlement, donc entre les deux, comme je vous l'ai dit, c'est toute la partie démontage des équipements, décret de démantèlement en septembre 2008 et la fin des travaux de démantèlement en 2012. Et on espère obtenir le déclassement l'année prochaine. Je vais vous mettre quelques images. Donc ici, pour vous illustrer, les labos chauds, c'était des ensembles de boîtes à gants où on travaillait en téléopéré pour agir sur des échantillons et faire des examens sur les objets irradiés. Il y a une phase intermédiaire où on a tout démonté et on a tout démonté, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et l'étape d'après, on a assaini et on a fait des mesures, des contrôles radiologiques. Je reviendrai un peu plus loin sur le cas de Silhouette, sur tous les contrôles radiologiques et tout le processus qui va conduire au déclassement. Une autre vue du LAMA pour vous faire voir aussi dans quelles conditions on peut être amené à travailler. Donc cet ensemble-là, on est dans ce qu'on appelle la zone arrière des cellules très haute activité du LAMA. Donc les cellules très haute activité étaient les cellules dans lesquelles on faisait rentrer les objets les plus irradiants. Donc les cellules très haute activité, c'était ces énormes blocs de béton. Et il fallait démonter tout ça. Donc vous voyez un petit peu, il y a un mur ici c'est les cellules, il y a le plafond, donc c'est assez étroit et il a fallu tout casser. Donc sur les images, vous voyez des mini-pelles qui sont la même famille que les brocs, sauf que ce n'est pas le même constructeur, qui s'est attaqué à la démolition de ces engins. Donc en 2011. En 2012, donc on voit que l'ensemble a été démonté et on a dû s'attaquer après tout ce qui était en dessous, donc les tuyaux. Et voilà un petit peu le type de travail qu'il y a eu à la fin. Je vous montre ces diapositives, deux aspects. Un, pour vous faire voir les conditions de travail dans lesquelles ça peut être. Donc, il y a des aspects qui se font avec des engins très lourds. Il peut y avoir des conditions qui se font à la main. Alors, si le bonhomme il est aussi proche
du tuyau et de l'ensemble, ça veut dire évidemment qu'il n'y a pas de risque d'irradiation. Hein. On est maintenant dans la phase finale de l'assainissement-démantèlement, c'est donc des déchets très faiblement actifs dont on parle. Donc il n'y a pas de souci d'irradiation pour les personnes. Ils ont quand même des masques à cause des poussières que ça peut faire. Aussi, pour vous illustrer une des difficultés, comme Jean-Guy l'a signalé, on a parfois une connaissance approximative des plans tels que construits des installations nucléaires. Et par exemple, ces magnifiques poutres qu'on voit apparaître ici, elles n'étaient pas définies, elles n'étaient pas décrites sur les plans, ce qui fait que quand on avait fait l'étude pour le démantèlement, pour retirer ces tuyaux, on n'avait pas tout à fait prévu qu'il y ait des poutres au-dessus, donc c'était plus facile à retirer avec des engins mécanisés. Et là, à cause des poutres, il a fallu y aller à la main et par-dessous et gérer la situation. Donc il y a une méconnaissance partielle, hein, il ne faut pas non plus dramatiser quand même. Hein. On connaît évidemment parfaitement nos installations pour les exploiter en toute sécurité pendant qu'on fait des programmes de recherche, ça tombe sous le sens. Sinon l'autorité de sûreté nucléaire, il y a longtemps qu'ils nous auraient arrêtés. Par contre, quand il s'agit de les démonter et de traquer, comme l'a dit Jean-Guy, des niveaux de contamination qui sont vraiment très 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 faibles, là on se rend compte que la connaissance n'est pas toujours tout suffisante. Donc on le redécouvre en avançant. Siloé. Donc première divergence en 63, donc réacteur de 35 MW, dernière chute de part en 97, décret de démantèlement en 2005, fin des opérations de démantèlement en 2010, et on est en train de faire la démolition du bâtiment, et on envisage un déclassement en 2014. Alors Siloé, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc la première image que je vous fais voir, c'est le réacteur quand on était en exploitation. Donc vous avez le magnifique bleu, c'est l'effet Cherenkov du réacteur qui est en fonctionnement. Et vous voyez toute la tripaille d'instrumentation et d'expérimentation qu'il y a dans un réacteur de recherche. Donc c'est tout ça qu'il a fallu démonter dans un premier temps, donc de 97 jusqu'au décret de démantèlement en 2005, tout démonter et retirer la piscine, retirer l'eau qui était dans la piscine. Donc on arrive en 2005 avec l'eau de la piscine. Et là, je voulais vous illustrer une autre des difficultés qu'on a pu rencontrer dans l'assainissement-démantèlement. Au fur et à mesure où on a retiré l'eau de la piscine, une fois que tous les dispositifs étaient retirés, on a vu que le niveau d'ambiance radiologique qui était au-dessus du hall augmentait légèrement, ce qui n'était pas tout à fait prévu. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qui était en bas autour des faisceaux de neutrons était un petit peu plus activé que prévu, des niveaux qui sont évidemment pas très dangereux au niveau environnement, même pas dangereux du tout, mais par contre qui n'ont pas rendu compatible le travail tel qu'on l'avait prévu, de démonter cette peau métallique qui était autour du béton de la piscine. On avait prévu de le démonter à la main, donc, puisque le niveau d'irradiation était supposé compatible. Les mesures qu'on nous a faites ont montré que ce n'était pas possible, donc on a dû passer en téléopéré. Alors juste un petit film, alors c'est rapide, si ça veut bien démarrer, et ça va, juste pour vous illustrer, donc téléopéré, donc là on retrouve le broc dont a parlé Jean-Guy, donc qui était descendu dans la piscine vide évidemment, et pour lequel on a fait toutes les opérations de démantèlement. Donc tout ça c'est du téléopéré. Donc en téléopéré on a découpé les morceaux, on les a après mis dans les casiers de conditionnement et sortis de l'installation. Donc première étape, en 2007 on a décuvelé la piscine, puis après on a découpé tous les blocs de la piscine du réacteur, donc en 2009. Et en 2010, on a procédé à la démolition de toutes les structures internes du réacteur. Donc là, c'est en accéléré. Hein. Donc on est à l'intérieur. On est à l'intérieur du hall, et donc c'est quelques images pour vous voir. Bon, c'est de la démolition, hein. Mais il faut aussi modifier les installations pour pouvoir approcher l'engin pour démolir. Donc on a mis cette passerelle, et après toute la démolition avec pas trop de poussière, quand même un peu moins de poussière que ce qu'on avait craint. Bon, il y a quand même un dispositif d'aspiration des poussières.
Donc là, on recasse les déchets pour leur donner une taille possible pour l'évacuation. Et donc, à l'issue de ces opérations, on se retrouve dans le hall du réacteur, donc le grand cylindre qui fait 35 mètres de haut et 30 mètres de diamètre, qui est vide, entièrement vide, avec une dalle au fond. Et ici, vous observez un trou. Donc le trou, c'est un emplacement du radier de Siloé. Pourquoi on a été amené à faire cette opération-là? Parce que dans la vie du réacteur, dans les années 80, il y a eu une fuite d'eau de la piscine du réacteur qui a contaminé le radier. Donc il s'agissait de retirer toute cette contamination et on a fait un gros trou. Et pas de bol, il restait quelques becquerels dans les parois verticales de l'installation et l'autorité de sûreté a exigé que pour arriver au déclassement, on démonte tout cet ensemble-là et qu'on retire ces quelques becquerels. Alors comme c'était juste en dessous sous le radier qui porte l'ensemble, il a fallu démolir le bâtiment. Donc, voilà, donc c'est ici pour vous montrer tous les contrôles radiologiques. Je vois que je suis un peu en retard, donc il faut que j'accélère. Donc ça, c'est l'intérieur du dôme. Une fois que tout est vide, vous voyez plein de marquages de partout, là, les croix bleues, les carrés bleus et les carrés rouges. C'est tous les contrôles radiologiques qui sont faits par le CEA à la fin des opérations d'assainissement pour démontrer qu'on a atteint le niveau radiologique voulu. Donc premier tour, premier niveau, c'est tous les points bleus. Après, on fait venir une équipe indépendante qui fait un deuxième type de contrôle, les contrôles rouges, qui vérifie certains points qui ont déjà été faits et qui en vérifie d'autres. Et après, c'est pas fini. Une fois qu'on a fait tout ça, on envoie le dossier à l'autorité de sûreté qui vient et qui, eux, revérifie aussi ce qu'on a fait. Et il ne mégote pas, vous voyez, l'inspecteur, il est monté tout en haut du dôme là, sur la nacelle pour aller faire les contrôles. Donc il fait les contrôles et il vérifie. Et vous voyez qu'ici, et donc il vérifie certains points comme les nôtres, et puis il s'amuse à vérifier aussi en dehors, puisqu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, il vérifie de partout que ça s'est bien passé. La démolition, je vais un tout petit peu accélérer. Donc là, il s'est agi de protéger le radier pour qu'il y ait une zone où il y a encore un peu de nucléaire. Et on vient de démolir le dôme du réacteur. Je vais vous montrer quelques images. Et actuellement, on est en train de mettre une tente au-dessus, que je vais illustrer tout à l'heure par l'exemple de la STED, pour finir la démolition nucléaire dessous sans contaminer l'environnement. Donc quelques images de la démolition du réacteur. Donc on a commencé par retirer les ailes. Après, on a commencé à attaquer le dôme, une démolition partielle. Et là, juste pour vous faire voir encore l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire nous suit de très près, tout au long de l'installation, que ce soit en exploitation comme en démantèlement. L'autorité de sûreté vient et est venue constater que les travaux qu'on était en train de réaliser étaient bien conformes à ce qu'on avait dit. Et voilà l'embase du réacteur qui reste actuellement et qui reste à traiter. Voilà pour Siloé. La STED, juste en quelques images. Donc les installations de traitement des déchets, donc c'était une dizaine 11 bâtiments qui ont tous été démolis. Et je voulais juste illustrer le principe qui a été utilisé, puisque c'est le même qu'on va utiliser pour Siloé. Pour démonter un bâtiment qui est susceptible de contenir de la contamination, même très faiblement active à l'intérieur, on ne peut pas le faire à l'air libre. À Siloé, on a cassé toutes les structures internes parce qu'on avait le dôme du réacteur pour nous protéger. Mais là, par exemple, à la STED, on veut démonter tout un bâtiment, et il faut construire une protection qui protège l'environnement. Donc la protection qui a été créée par notre partenaire industriel, c'est de monter toute une structure métallique et de mettre une peau à l'extérieur pour protéger neige et vent, donc éviter les intempéries. Puis après, une peau à l'intérieur qui, elle, assure le confinement vraiment des déchets ou des poussières quand on va tout casser. Donc vous avez maintenant le bâtiment là, qui est sous son cocon. Et l'image d'après, vous avez l'engin. Là, c'est plus qu'un broc, c'est un gros engin qui le mange et qui le casse et qui le transforme en déchets pour l'évacuation. Donc quelques vues de l'installation et sa situation actuelle. Bon, maintenant, il n'y a plus de bâtiment. Et le travail qu'on fait actuellement, on est en train de vérifier la propreté du sol, voire d'assainir quand il y a quelques marquages radiologiques qui restent. Donc, quelques éléments du retour d'expérience. Donc la maîtrise des compétences, j'en ai parlé, un exercice tout au long du projet et bien insister sur le fait que les industriels sont des partenaires industriels. Je déteste le terme de sous-traitance qui ne reflète pas du tout la réalité de la manière dont doivent être conduites, de mon point de vue, les opérations. C'est plutôt du partenariat sur la base de contrats, quand même, avec chacun ses responsabilités, c'est évident. Nombreux aléas inhérents à l'activité,
Et c'est vraiment une dimension structurante du projet. Il faut se préparer à gérer les changements. Ça ne se passera pas comme prévu, c'est une chose qui est à peu près certaine, ça. Donc il faut être prêt à le gérer dans un environnement qui n'est pas très souple, puisqu'il y a un environnement réglementaire qui est très contraint, plus les circuits des marchés, c'est quand même pas très facile non plus. Des charges fixes importantes, on a fait. L'importance des aspects sûreté et des relations avec l'ASN. L'importance des aspects déchets, et Jean-Guy en reparlera tout à l'heure, et des relations avec l'ANDRA, et l'information régulière en local. Et voilà ma conclusion. Donc quelques mots-clés. Bon, pour moi, c'est la maîtrise de la sécurité. Hein. Le facteur humain, c'est le facteur clé de réussite. C'est des banalités, ça, mais ça vaut le coup de les écrire quand même. Mise en commun, complémentarité et solidarité, parce que sinon, on n'y arrive pas. Les projets d'assainissement, démantèlement sont très complexes. Le changement, c'est un processus normal. L'assainissement, démantèlement, c'est un métier de briseur de réticence. On change toutes les références de tous les gens, donc c'est un peu délicat. Mais seulement, c'est passionnant. Et la dénucléarisation à Grenoble, c'est la démonstration que c'est possible le retour, enfin de dénucléariser un site CEA. Et puis, sur Grenoble, toutes les places qu'on libère, on sait déjà qu'il y a d'autres activités qui attendent qu'on soit parti pour pouvoir se mettre à la place. Donc, on est très content de préparer l'avenir du CEA. Je vous remercie de votre attention. Merci Frédéric.